Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais vous remercier de venir écouter un exposé sur un sujet pas franchement rigolo. La fiscalité, c'est jamais gai. Payer des impôts, on n'aime pas franchement. Je voudrais remercier les présidents du cercle qui continuent à faire vivre le cercle, et ce n'est pas une affaire facile. Et puis remercier Françoise Lebert et Françoise Renversez, sans l'aide desquelles, je crois, cette plénière n'aurait pas été possible. Et nous ont donné, en engageant le débat, Françoise, et en répondant aux propositions que nous avons pu faire dans ce livre. Il n'y a pas de jour aujourd'hui où on ne parle pas de la fiscalité. On ouvre les journaux, la télévision, c'est la fiscalité partout. Alors, on reste tous, moi le premier, en disant les impôts, de toute façon, on en paye trop. Il n'y a pas de doute, quand on fait le chèque ou quand on le prélèvement, on paye trop d'impôts. Quand on regarde sa fiche de paye, les prélèvements sociaux sont trop élevés. Et puis, quand on va à l'hôpital, le service n'est pas formidable, la bouffe est mauvaise, et j'ai attendu dans les couloirs des urgences. Donc, il y a une contradiction majeure à ce niveau-là. Parce que si on veut des services meilleurs, il faut les financer. Comment les finance-t-on? La situation aujourd'hui d'un pays comme la France, au niveau de ses recettes et de ses dépenses, c'est 2000 milliards de dettes, 50 milliards annuels. Je donne des chiffres à la louche et j'espère que personne ne me reprendra. Ce sont des ordres de grandeur et pas des chiffres très précis. 50 milliards d'intérêts à payer tous les ans. Ceci étant dit, ce n'est pas très différent en Allemagne. La dette est supérieure en Allemagne, 2100 milliards, 2000 milliards en Italie. La même chose en Angleterre, la même chose au Portugal et en Espagne, très supérieur au Japon. Donc, manifestement, tous les pays du monde vivent très bien avec une très grosse dette qui revient à l'ordre du jour régulièrement. On a entendu un Premier ministre, il y a quelques années, dire qu'il était à la tête d'un pays en faillite, puisque la dette était colossale. Aujourd'hui, ça n'inquiète plus personne. Je n'ai pas vu la dette dans un média depuis très longtemps. Par contre, il faut reconnaître que la fiscalité va et vient. C'était une proposition du président de la République, comme l'a rappelé Jean-Pierre qui est passé à la trappe. Je vais engager une grande réforme fiscale dont je vous passe les détails. Proposition 14 du candidat à la présidence de la République, et puis oublié. Alors, tout a été oublié d'un seul coup. Le déficit budgétaire, il continue à être colossal, très difficile à résorber. La dette continue à augmenter régulièrement. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la question que nous nous sommes posée avec Maurice Bertrand il y a 2 ans, en voyant la courbe de ces deux phénomènes, c'est-à-dire l'augmentation des impôts, l'augmentation de la dette et une réduction du déficit très faible, l'augmentation du chômage. Donc, en un mot, aucun des problèmes qui nous étaient posés n'a été résolu par les remèdes qui ont été proposés. Jean-Pierre Paget a crié contre l'austérité dans de nombreux papiers. Je crois que la réforme fiscale, c'est la suite de ces cris d'alarme que vous aviez posés dans de nombreux papiers. Jusqu'à présent, les 2 derniers présidents, le dernier président et celui d'aujourd'hui, on a amassé des impôts nouveaux en quantité, des nouvelles taxes. Je peux vous citer des chiffres, 84 impôts créés par le président précédent et François Hollande entre 2011 et 2013. Aujourd'hui, on compte à peu près 266 impôts différents, taxes, assises, etc. C'est devenu un fouillis absolument incompréhensible, une grande complexité fiscale, un code des impôts, 3700 articles, 40 000 directives fiscales qui sont l'interprétation de l'administration. C'est devenu pour tout le monde incompréhensible. Et la conclusion de tout ça, c'est on paye trop d'impôts. C'est le réflexe de tout le monde, c'est ce qu'on entend partout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les montants qui ont élevé d'année en année un peu plus, en 2011 16 milliards, en 2012 20 milliards.
milliards, etc., etc. Mais ça continue, les prélèvements obligatoires au sens large du terme, c'est-à-dire tout ce que l'État au sens large, l'État, sécurité sociale, collectivité locale, prélève sur la richesse nationale, aujourd'hui dépasse 50%. Selon les calculs et selon les sources, on va de 46 à 52%, c'est de dire l'imprécision, la difficulté de trouver des chiffres précis. On s'en rend un petit peu compte quand on regarde les propositions de loi de finances, quand on s'aperçoit que la moitié du budget de l'État est réunie dans des comptes spéciaux. Alors les comptes spéciaux, je pense que M. Loubradou pourra nous donner des informations plus précises. C'est un espèce de vaste trou noir au sens stellaire du terme, puisque personne ne sait très bien ce qu'il y a dedans, c'est jamais publié et jamais détaillé. Donc on se trouve à la tête d'un vrai problème, et la conclusion de cette introduction sur la situation actuelle de la fiscalité, je dirais que les gouvernements depuis des années confondent taxer et réformer. Taxer, augmenter les impôts, augmenter les taxes de toute nature, la taxe sur les boissons énergisantes, la taxe sur les boissons sucrées, la taxe sur... On peut tout taxer, on pourrait taxer les chaussures neuves, on pourrait, en plus de la TVA, etc., c'est sans fin. Il y a un moment où on arrive dans une impasse. Je pense que nous, personnellement, et Maurice Bertrand partage cette opinion avec moi, on arrive dans une impasse. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus quand tout a échoué? La dette continue d'augmenter, le déficit aujourd'hui est estimé entre 70 et 80 milliards sur un budget de 300 milliards. On va mettre combien de temps pour arriver à l'équilibre, aux fameux 3%, qui sont une invention française d'ailleurs, mais c'est une invention. Un soir, dans une réflexion au ministère des Finances, il y a un fonctionnaire qui a dit 3%, ça sonne bien. Et les dirigeants ont dit oui, c'est une bonne idée, 3%. Et depuis, c'est devenu un dogme. C'est comme ça. C'est je crois que c'est ça. Non, son nom m'échappe, mais c'est un fonctionnaire et qui quand il a pris sa retraite, a décrit la fameuse réunion. Elle est sur le site qui est cité à l'arrière du livre, c'est très amusant à lire, ça tient du roman feuilleton. Donc aujourd'hui, on est dans une impasse, la dette augmente, le déficit budgétaire ne se réduit pas, le chômage augmente, tous les chiffres montrent que la pauvreté continue d'augmenter. Par contre, les plus riches continuent de s'enrichir. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème de la fiscalité en France? Pas seulement en France, on parlait tout à l'heure, quelqu'un parlait du modèle allemand, la pauvreté augmente de façon significative en Allemagne et est à l'heure actuelle, en utilisant les mêmes critères, supérieur au taux de pauvreté en France. Donc on peut simplement se poser la question. Donc avec Maurice Bertrand, nous avons décidé d'écrire ce livre. Les difficultés rencontrées ont été essentiellement de trouver des chiffres fiables. Comme je le disais tout à l'heure, moi, dans ma grande naïveté, j'ai dit on va prendre les dépenses et les recettes des collectivités locales, les dépenses et les recettes de l'État, les dépenses et recettes de la Sécu, on fait une balance carrée et il n'y a aucun problème. Oui, ici, il n'y a pas de problème à 50 milliards d'euros près. C'est pas grand-chose, mais enfin, c'est quand même une somme importante. On est incapable aujourd'hui de savoir, à part les comptes de la sécurité sociale qui sont assez précis, tous les autres comptes, c'est dû à la louche très, très, très large. Alors, les considérations de l'histoire montrent que ça a toujours été comme ça. Si on part de la Révolution, il y a toujours eu des impôts, des impôts qui ont été contestés, il y a toujours eu des déficits, il y a eu des faillites, il y a eu des non-remboursements, il y a eu des guerres qui ont anéanti les dettes des États, notamment de la France. Après ça, il y a eu des périodes d'inflation, mais on n'a jamais eu une vraie stratégie fiscale, particulièrement en France, en disant voilà
qu'on veut faire et voilà comment on va le financer. On lance des grands projets, des grandes choses, et puis on s'aperçoit que ça coûte, et on dit, bah, oui, il va falloir trouver des ressources, parce que là, on est dans une impasse. Alors, aujourd'hui, il y a vraiment un problème qui se pose. Je ne vais pas vous résumer le livre, il est à la disposition de tout un chacun gratuitement ici. Chacun le prendra et le lira s'il en a envie. Donc je ne vais pas vous refaire le... Et en plus de ça, toutes les réformes de l'impôt ont toujours été l'objet d'une guerre. Le petit ouvrage que Françoise fait circuler, qui sont des affiches sur l'impôt, le montre très très bien. La lutte pour l'impôt sur le revenu qui a eu lieu, qui a été mis en place en 1906, 1905 ou 1906, la date exacte m'échappe, a commencé au milieu du 19e siècle. On a commencé à parler d'impôt sur le revenu au milieu du 19e siècle. Donc c'est très long, c'est très difficile. J'entendais quelqu'un l'autre jour, un économiste, dire, dans le fond, la réforme fiscale, ça ne se fait pas en discutant avec les uns et les autres, c'est le fait du prince. Je décide la réforme fiscale. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, mais il apparaîtrait que c'est très compliqué. Alors, quelle solution nous avons essayé de proposer L'idée de ce livre, c'est que nous n'avons pas la science infuse, nous ne savons pas tout, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. C'est de proposer une remise à plat de la fiscalité avec 5 grands axes sur lesquels il pourrait y avoir un consensus, ou tout au moins on pourrait commencer un débat pour faire des propositions peut-être plus précises. La première qui vient à l'esprit, c'est la lutte contre la fraude fiscale, dans tous les sens du terme. La fraude, on en parle beaucoup, elle est très à la mode. Notre ministre des Finances s'en occupe de façon très directe et sûrement très efficace. Par contre, le problème de l'optimisation fiscale des entreprises, qui coûte, suivant les études les plus récentes, 1000 milliards d'euros par an d'absence de recettes à l'Europe. Il y a même un rapport de l'Assemblée nationale récent 2013 qui dit que c'est pas 1000, c'est 2000 milliards. Pour dire, pour comparer au budget de l'Europe, le budget de l'Europe c'est 1000 milliards sur 7 ans, c'est pas 1000 milliards par an, je vous rassure tout de suite. Sinon l'Europe, je crois, irait beaucoup plus vite. Donc on a un vrai problème. Ce problème paraît être pris à bras-le-corps par les anglo-saxons, par les Anglais notamment, et les Américains. En France, il y a eu une commission qui s'en est occupée, une commission parlementaire. Les grandes firmes américaines ont refusé de venir, Apple, Ikea, Microsoft, Google ont refusé de venir, en disant bon non, vous êtes gentils, mais nous, ça ne nous intéresse pas de parler de ça. Aux États-Unis, on ne leur a pas dit venez si vous en avez envie, on les a convoqués et ils sont venus. Et le problème qui est ressorti de tout ça, c'est que, je citerai qu'une réponse, c'est la réponse de Tim Cook, le PDG d'Apple, qui a dit aux sénateurs américains en commission, et je crois qu'ils ne rigolent pas beaucoup en commission, il leur a dit, mais écoutez messieurs, si notre société a fait une seule infraction à la législation, punissez-nous. Maintenant, si la législation ne convient pas, vous en êtes les rédacteurs, changez-la. Donc, il y a un vrai problème. Et c'est la même chose en France, c'est la même chose en Angleterre. La commission de la Chambre des communes, qui est présidée par une dame très énergique, a fait regarder le bout de leurs chaussures aux dirigeants de Google, d'Amazon, etc., etc. Donc on a un vrai problème, on peut se poser la question de savoir pourquoi en France c'est pas vraiment pris à bras-le-corps, ou en tout cas pas mis sur la place publique de la même façon que les anglo-saxons. Donc ces deux pans-là pourraient, enfin la fraude fiscale classique, la fraude fiscale du particulier, ou l'optimisation fiscale, qui est un phénomène beaucoup plus grave, en montant pratiquement de 1 à 10 que la fraude fiscale.
Donc, alors, il faut savoir que les grandes multinationales, qu'elles usent en France, par exemple, Amazon, dont je suis client, je pense qu'il y en a quelques-uns parmi vous, ne payent pas d'impôts en France. C'est formidable. Elle organise une petite escroquerie sur la TVA, parce que quand vous regardez votre facture d'Amazon, elle vous facture 19,6, mais elle reverse la TVA au Luxembourg, c'est 15%. Oh, ça fait une petite marge, il n'y a pas de petit bénéfice. Hein. Et il n'y a pas marqué entreprise philanthropique sur le fronton d'Amazon. Alors, toutes ces choses, toutes ces façons de pratiquer l'optimisation fiscale ont été dénoncées dans de nombreux rapports, y compris en 2013. Enfin, ça avait commencé en 2002, la lutte contre les paradis fiscaux de Montebourg-Payon en 2002, la lutte contre les paradis fiscaux de Dupont-Aignan-Bocquet en 2013, enfin, etc. Il y a de nombreux rapports, et bizarrement, ils tombent tous dans le trou de l'oubli. Il n'y a jamais d'effet, donc c'est très curieux. Le Conseil des prélèvements obligatoires, qui est un organisme fort respectable et pas franchement un repère de gauchistes, conclut que les grandes sociétés, plus la société est grande, moins elle paye d'impôts. Les PME, PMI payent en moyenne 37%, entre 34 et 37% d'impôts sur leurs bénéfices. Et plus vous montez, 2000 salariés, ça descend à 13%, les sociétés du CAC 40, 8%, les records du monde, Total, Danone, Suez, Essilor, Saint-Gobain, Schneider Electric, pas d'impôts sur les sociétés en France. On peut se poser la question de savoir pourquoi, comment, sachant que ce manque à gagner a été donc évalué aux alentours de 1000 milliards d'euros par an pour l'Europe par un institut de recherche anglais, ou par le rapport de Dupont-Aignan-Bocquet en 2013, et qu'il existe des solutions simples. Les Japonais ont utilisé, c'est un phénomène très curieux, les Japonais ont utilisé une solution qui s'appelle la solution japonaise, qui est mise en place depuis 1978. Je vous en passerai le détail, mais les grandes sociétés japonaises qui restent parfaitement compétitives dans l'économie mondiale n'utilisent pas ou très peu de sociétés coquilles écrans dans les paradis fiscaux parce que la législation leur interdit. Donc c'est possible. Je signale que cette solution a été rejetée par la Commission européenne au nom de la libre concurrence. C'est très curieux, il faudra m'expliquer. Si payer les impôts au Luxembourg, c'est mieux que de les payer en France. Je vous pose la question. En plus de ça, la solution japonaise était extrêmement simple. Elle tient en 3 points que je tiens à votre disposition. C'est vraiment très très simple. Alors, je parlais de ces 1000 milliards d'euros qui manquent à l'Europe. La première réflexion qui vient à l'esprit, c'est pourquoi il n'y a pas d'harmonisation fiscale en Europe, ni de tendance à l'harmonisation fiscale en Europe. L'impôt sur les sociétés en Europe va de 10 à 35%, 10% en Bulgarie, comme la plupart des nouveaux membres qui essayent d'attirer des sociétés sur le territoire, à 35% à Malte. Pourquoi? Des solutions existent, des solutions ont été proposées, elles n'ont intéressé personne et surtout pas l'Europe, la Commission européenne. Il y a une commission fiscale à Bruxelles qui travaille sûrement, qui produit des rapports et qui ne produit pas de résultats. On peut se poser la question, et une des solutions serait, enfin c'est celle que nous avons retenue comme nous paraissant la plus crédible, c'est la solution qui avait été proposée par le syndicat unifié des impôts, qui était de créer un serpent fiscal européen pour, comme ça a été fait en matière monétaire, pour, dans le temps, nous sommes très conscients qu'on ne peut pas y arriver par un décret du jour au lendemain, mais dans le temps, dire bon, les écarts entre les plus beaux et les taux les plus élevés et les taux les plus faibles vont se réduire progressivement sur 7 ans, sur 10 ans. C'est tout à fait possible, et en laissant au milieu une marge de manœuvre à chacun. Mais le dumping fiscal à l'intérieur de l'Europe
avec au centre le Luxembourg, c'est quand même un problème majeur et non résolu. La seule anecdote amusante et extrêmement récente, c'est que le forum de la fiscalité financière qui est dirigé par l'OCDE vient de se réunir à Jakarta la semaine dernière et de qualifier le Luxembourg d'État opaque. C'est-à-dire, c'est les pires, c'est le même plan que les îles Vierges, les Seychelles et le 4e Méchac, le Vanuatu, ou un îlot comme ça. Je pense que ça peut faire un tout petit peu d'émotion, ça peut créer une certaine émotion à M. Juncker, l'ancien Premier ministre, et très actif au sein de l'Europe. On verra ce qui se passe. Il est d'ailleurs assez curieux de voir que les initiatives viennent de l'OCDE. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas non plus un repère de gauchistes, mais la plupart des initiatives en faveur d'une réduction ou d'une diminution de l'optimisation fiscale viennent à l'heure actuelle de l'OCDE. Les grandes directives, enfin les grands rapports sur les échanges de données, etc., sont essentiellement à l'initiative de l'OCDE, qui paraît avoir une position un tout petit peu plus agressive et être suivie en plus par les gouvernements. Donc, premier point, la suppression de la fraude fiscale, on ne la supprimera jamais. L'optimisation fiscale, on peut aller vers une diminution. L'harmonisation fiscale au nom de l'Union européenne, et pourquoi pas, on pourrait envisager un jour c'est un vœu pieux, je sais, et ça va faire sourire beaucoup, un organisme mondial de comptabilité mondiale qui essaierait d'harmoniser ça. Ça a été proposé. Pourquoi pas, c'est un plan à très long terme, il faut aussi pouvoir rêver un petit peu. Voilà, la troisième piste que nous avons suivie, c'est pourquoi ne pourrait-on pas introduire une dose de progressivité dans ce qui est aujourd'hui le prélèvement principal, la TVA. La TVA représente la recette principale de l'État. Pourquoi on ne pourrait pas, sachant que jusqu'à très récemment, il y avait très peu d'études qui montraient l'impact de la TVA, le caractère régressif de la TVA. C'est-à-dire que les pauvres, proportionnellement, payent plus que les riches. Or, il commence à sortir des modèles économiques. Richard Murphy en Angleterre, Nicolas Ruiz et Alain Tranois en France montrent que la TVA est vraiment régressive. Et que peut-être, alors une des pistes que nous avons suggérées, et tout est ouvert à discussion, c'est pourquoi, alors je sais que c'est l'Europe qui a supprimé le taux de 33% qui existait, et c'était supprimé du temps de Fabius, Premier ministre des Finances, ou Premier ministre, je ne me souviens plus. Il a été les deux. Il a été les deux, mais enfin, est-ce que, bon, c'est sous la pression de l'Europe, pourquoi on ne peut pas revenir, pourquoi on ne peut pas discuter? Vous allez me dire que la majorité pour la fiscalité à l'Union européenne ralentit beaucoup les choses et limite beaucoup les perspectives d'évolution. Enfin, néanmoins, et d'autre part, le deuxième point sur une TVA qui serait progressive, c'est que d'une certaine façon, la TVA aussi structure, nous pensons que la TVA structure la demande. Il est évident que s'il y a une TVA à 33% sur un, on a peut-être moins tendance à proposer des produits dans ce créneau-là, puisqu'ils seront moins attractifs pour une partie de la population. C'est une piste qui est ouverte à la discussion, pourquoi pas. Un troisième point, quatrième, non ? C'est le problème des droits de succession. Aujourd'hui, en France, les droits de succession sont, contrairement à ce que nous pensons tous, très faibles. Et plus on est riche, moins on en paye. Puisque, je vois que ça fait rire Étienne, mais plus on est riche, moins on en paye, et que la transmission du pouvoir économique, c'est-à-dire des gens qui possèdent des sociétés d'une certaine importance, arrivent à pratiquement ne pas payer d'impôts en diluant dans le temps. Il y a des articles, je crois que l'exemple est cité dans le livre, qui permettent d'étaler ça sur 15 ans avec un peu d'inflation, etc. Ça fait zéro. Les petites successions, elles sont exonérées, donc il n'y a pas grand-chose.
et les droits de succession ne rapportent pas grand-chose en France. On pourrait envisager une redistribution. Pourquoi est-ce que les grosses fortunes ne payeraient pas aussi des droits de succession? Ça aurait l'énorme avantage de diminuer le pouvoir économique qui reste quand même, sans vouloir tomber dans la confiscation totale. Merci Bernard. On pourrait peut-être envisager ça. Pourquoi? Parce que vous êtes le fils de Tartampion. Vous devez, Monsieur Lagardère par exemple, qui je crois n'est pas le meilleur exemple de capitaine d'industrie à l'heure actuelle. On peut se poser la question, et en tout cas, Monsieur Bill Gates et Monsieur Warren Buffett ont décidé autrement et décidé que leur fortune, la première et la deuxième mondiale, irait à des fondations et que leurs enfants démarreraient dans la vie avec 10 millions de dollars. Ça permet de survivre. Mais enfin bon, il y en a qui versent des larmes. Alors pourquoi on ne pourrait pas envisager une piste de cette nature en France? Je sais que on est dans un projet de proposition. Un projet de proposition, ce n'est pas un projet qui va être consensuel et tout le monde va dire oui, c'est une bonne idée, je vais payer plus de TVA, je vais payer plus d'impôts sur les successions, etc. Le dernier point qu'il faudrait peut-être envisager de réformer, c'est le problème de la création monétaire des banques et du crédit. C'est un problème très technique, mais néanmoins, à l'heure actuelle, une grande part due à la réforme Giscard de 73, qui interdit à l'État d'emprunter auprès de la Banque de France, en disant l'État sera beaucoup plus raisonnable puisqu'il va être obligé d'emprunter sur les marchés, donc il va être raisonnable, il va arrêter d'emprunter, et on s'aperçoit que c'est absolument pas vrai, il continue d'emprunter. Nous proposons, je sais que y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, pourquoi est-ce que l'État français, les banques privées continueraient d'emprunter à 0,05% à la BCE pour reprêter à 6, 7, 8, 9% aux États? On peut se poser la question si c'est vraiment le rôle de la BCE. On peut se poser la question. Et si la séance fait jusqu'à 8 heures. La séance. L'État devrait vraisemblablement, c'est une autre piste proposée, cesser de recourir à l'emprunt pour financer tout et n'importe quoi, et en tout cas pour financer son train de vie. Puisque c'est à l'heure actuelle, on ne finance même plus les investissements, puisqu'on n'a plus d'argent pour investir. Donc on tombe dans ce trou béant qui sont les partenariats privés-publics, la construction du nouveau palais de justice, etc., etc., la construction du nouveau Pentagone de l'armée à Balard, qui sont des gouffres financiers qui coûtent une fortune. Mais l'avantage, c'est qu'on paye, ou de l'hôpital de Créteil, qui n'est même la moitié est fermé puisque plein de malfaçons, parce qu'on n'a pas les moyens d'investir. Alors on paye un loyer pendant 35 ans, et au bout de 35 ans, le privé qui a construit le bâtiment, que ce soit le palais de justice ou le Pentagone à Balard, vous le rend, mais bon, il a 35 ans, il faut en construire un autre. On s'est en fait appauvri au lieu de s'enrichir. Donc, nous pensons que l'État ne devrait plus emprunter que pour des investissements à moyen et à long terme, et non pas sur du court terme. Alors, voilà quelques pistes qui ne sont pas uniques. Je pense que d'autres personnes auront des suggestions à faire, et je crois qu'il faut engager le débat sur la question. Mais il faut être très, très, très conscient que la façon dont on prélève les impôts et le montant dont on prélève les impôts doivent aller avec un plan, et ce plan, il structure la société. On peut très bien envisager de prélever peu d'impôts, très peu d'impôts, on aura peu de services publics en contrepartie. C'est un choix, pourquoi pas? On peut prélever beaucoup d'impôts, beaucoup de prélèvements obligatoires au sens large du terme,
et dire on aura beaucoup de services publics. C'est un choix, ça structure la société, ça la façon dont on redistribue, beaucoup, un petit peu ou pas du tout. On peut très bien envisager de savoir un État qui ne construise que des routes et pas d'école. L'école serait payante, tout serait privatisé, on aurait très peu d'impôts. Est-ce que nous serions contents? La question peut se poser. Donc, la remise donc voilà où on en est aujourd'hui, voilà ce que nous avons voulu en dire. Essayer de démystifier un certain nombre de problèmes, de dire que l'harmonisation fiscale au niveau européen est possible avec une volonté politique, faire rentrer des impôts par les gens qui doivent, qui sont des grandes multinationales, c'est possible, mais il faut une volonté politique. Je ne vois pas pourquoi Amazon ne paye pas d'impôts en France. Elle a un chiffre d'affaires en France, elle fait d'un bénéfice en France. Pourquoi? Parce qu'elle ne paye pas d'impôts en France. Alors on sait comment elle fait. Les mécanismes sont connus, détaillés, enfin jusqu'à la dernière ligne, on sait très très bien. Mais il n'y a pas de réaction, nos politiques. Notre ministre des Finances qui a toujours un discours très policé, très énergique, il fait des choses là-dessus, on entend un silence à radio absolument assourdissant.